Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, rendez-vous pour ce sixième module où on va parler de sécurité dans GitLab, donc le sixième et le dernier module, concernant un sujet sur lequel je maîtrise un peu moins, mais là, c'est surtout l'idée, c'est d'amener pas mal de théories, vous allez comprendre par la suite. Je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis toujours des consultants chez Zenica, du coup à Nantes, en France. Et je fais pas mal d'open source, ce qui m'a fait arriver à intégrer des programmes communautaires, donc le programme de GitLab, le programme de Gitpod, et je suis aussi Corga de Meetup, donc les Human Talk, je suis assez actif dans tout ce qui concerne l'acculturation du dev auprès des enfants, donc le petit icône Devoxx for Kids qu'il y a sur la droite. Alors, si jamais vous avez des questions sur les 5 précédents modules, ou bien sur celui-là, donc pour ceux qui sont présents et présentes, vous pouvez n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, hein, je les regarderai. Mais sinon, voilà, si vous tentez des cascades dans GitLab et que vous avez des questions ou des doutes ou tout genre de questions, de remarques, n'hésitez pas à me contacter, je suis assez dispo sur les réseaux et je vous répondrai avec plaisir. Donc là, voilà. Donc là, les programmes, du coup, il y a les 6 sessions. On va attaquer la dernière. Alors, pourquoi parler de sécurité? Alors, moi, au tout départ, quand j'ai commencé ma carrière de dev, pour moi, la sécurité, je ne me sentais pas forcément concerné. Je ne me sentais pas forcément concerné parce que je savais qu'il y avait des experts sécurité qui étaient en amont des plateformes et que moi, du coup, mon application Java, par exemple, auto-hébergée, elle pouvait être tranquille, elle était assez sereine là-dessus. Donc, je fais des petits projets perso aussi chez moi et un jour, sur mon Raspberry, j'ai voulu monter une base de données MongoDB pour un de mes projets, voilà, rien de critique, rien de sensible. Et un jour, en fait, j'ai vu ma base qui était inaccessible. Donc, bon, je me suis dit, bon, j'ai encore fait une bêtise dans ma configuration de base de données Mongo. Et en fait, quand je me suis penché sur le sujet, et bien en fait, je me suis rendu compte que quelqu'un avait hacké ma base de données Mongo. Alors, ça me fait marrer parce que j'avais rien de privé, mais vraiment, toutes mes données avaient été dérobées. Et j'avais un message en me disant, attention, si vous voulez récupérer vos données, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je ne sais plus par quel biais, mais bon, ça devait être un mail, j'imagine, pour justement avoir le montant de la rançon et récupérer éventuellement mes données. Donc, je ne sais pas à qui j'ai eu l'affaire. Derrière, mon Raspberry Pi était caché derrière ma box. J'avais rien sécurisé en me disant de toute façon, j'ai rien à dérober, enfin, j'ai rien à cacher. Et surtout, je ne pensais pas que quelqu'un allait m'attaquer. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote perso que j'ai suivie il y a 6-7 ans. Mais là, du coup, quand je parle de sécurité, c'était vraiment dans un contexte beaucoup plus large. Mais en tout cas, on voit que des actions malveillantes sont de plus en plus présentes. C'est le cas de ce que je viens de vous raconter. Mais si vous regardez un peu toutes les actus de différentes plateformes, en fait, ça arrive de voir que des failles de sécurité soient détectées, et surtout soient détectées parce que quelqu'un l'avait trouvé et quelqu'un de malveillant. Donc, dans les applications, on va retrouver vraiment le métier d'expert en sécurité intervient beaucoup plus souvent maintenant, et c'est rare de trouver des projets qui n'ont aucun expert sur le sujet. Et même, je dirais que là, l'objectif de ces experts, c'est en plus d'être à la pointe au niveau sécurité, c'est aussi donner de l'information et d'acculturer les gens sur justement la sécurité. Et quand je parle de personnes, c'est dans mon point de vue, en tant que dev, on doit être conscient que tout dev peut contenir des failles de sécurité, même à notre niveau. Du coup, maintenant, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire dans un projet. Derrière, effectivement, on peut avoir des données sensibles qui sont exportées de votre infrastructure, exportées de votre entreprise, et derrière, il peut y avoir vraiment des actes malveillants. Donc, si on imagine des données sensibles, comme des données médicales, etc., ça peut avoir quand même pas un mal-être, mais ça peut vraiment être gênant. Et si on parle vraiment par exemple, de coordonnées bancaires, ça peut vraiment avoir des actes très importants derrière. Et ça peut forcément perturber des millions de clients et aussi l'image de l'entreprise. Et puis voilà, on peut avoir derrière des préjudices assez importants. Donc il y a pas mal en fait de collectifs qui se montent aussi là-dessus pour justement
fédérer sur comment on dit, sur ces failles de sécurité, et notamment on parle de l'OWASP. Moi, l'OWASP, j'aime bien en parler. Donc c'est une communauté qui a été créée pour vraiment travailler sur la sécurité des applications et surtout donner de l'information autour de ces failles de sécurité. Donc le WASP, ça veut dire Open Web Application Security Project, qui existe depuis je ne sais plus combien d'années, mais en tout cas, ils ont fait plusieurs projets. Et un de leurs projets, c'est le Top 10 Project, où en gros, on va donner les 10 failles de sécurité les plus répandues, on va dire. À partir de là, ils vont donner un titre, une description, et aussi expliquer comment la résoudre. Donc c'est ça qui est assez important. Et du coup, on voit qu'il y a pas mal d'outils, de plateformes qui en fait se basent sur le WASP pour vraiment détecter les failles de sécurité. Et du coup, la sécurité est aussi devenue importante chez GitLab, comme toute plateforme, mais en plus, comme là, GitLab héberge votre code, forcément, ce serait quand même bien de mettre de la sécurité déjà pour protéger l'accès à votre code source. Ça, OK, on ne va pas en parler dans cette session, mais plutôt comment aussi sécuriser votre application. Et comment c'est devenu important? En fait, ça peut se voir parce que depuis le premier module de formation, je parle que GitLab, c'est une plateforme DevOps, mais en fait, maintenant, on retrouve que c'est une plateforme DevSecOps, avec la sécurité en plein milieu de Dev et de Ops, qui montre vraiment l'importance de ce sujet. Et du coup, bon, voilà, là, j'ai pris un screen de leur site, ils parlent vraiment que c'est leader. En tout cas, c'est une plateforme DevSecOps. Ce n'est pas un mot que j'utilisais. Peut-être qu'on l'a vu dans le premier module, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors du coup, comment sécuriser votre application? En fait, là, on va pouvoir le faire différemment. Alors déjà, pourquoi on sécurise une application? Parce qu'en fait, on va pouvoir trouver des failles déjà dans le code qu'on écrit. Moi, développeur, quand j'écris du code, il y a plusieurs façons de ramener des failles de sécurité, malheureusement, dans le code. Et du coup, il faut vraiment les connaître, ou du moins être sensibilisé sur le fait que du code peut être piraté. Maintenant, quand on travaille sur du code Java, du code front, ou du code Python, enfin, dans tous les langages, maintenant, généralement, on va se baser sur des librairies externes qu'on va rapatrier dans notre code. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était décembre dernier, il y a eu une faille dans une librairie Java qui s'appelle Log4Shell. En fait, c'est une faille de sécurité qui est détectée dans le code de cette librairie et qui derrière a impacté des millions de projets. Enfin, des millions, je ne sais pas la volumétrie, mais en tout cas, l'impact était énorme dans des projets qui sont quand même très conséquents. Donc, en plus de détecter les failles de sécurité dans le code, il faut aussi être capable de détecter les failles de sécurité dans les librairies qu'on récupère et pour lesquelles, en fait, on ne va pas s'amuser à aller voir le code, sinon on n'en finirait plus, ni de contrôler vraiment le code en lui-même. En plus, maintenant, on travaille majoritairement dans des infrastructures containerisées, et du coup, on fait confiance. Quand vous créez un Dockerfile, vous créez un from, le nom de l'image, derrière, ça fait un peu comme les librairies externes, vous n'allez pas forcément aller vérifier le contenu de cette image, voir quelles sont les librairies exactement qui sont utilisées dans cette image, ou les packages Linux, Debian, etc., qu'on peut récupérer dedans. Et du coup, en fait, on fait une confiance absolue, sauf que même si l'entreprise qui a créé l'image Docker est très connue, est très appréciée, etc., on ne sait jamais, il peut aussi avoir une faille de sécurité. Donc, dans notre application qui se base sur un contexte Docker d'une image externe, il faut toujours aussi avoir un petit œil sur les failles de sécurité potentielles sur cette image. Et derrière, on peut aussi avoir des failles de sécurité dans notre infrastructure, bien sûr. Maintenant, on est dans une plateforme DevOps avec une tendance GitOps où la Git est la source de vérité. Donc, effectivement, si on stocke notre infrastructure, la déclaration de notre infrastructure dans GitLab, en fait, il faut quand même aussi s'assurer qu'il n'y a pas de faille dans la génération de ces infrastructures. Donc justement, pourquoi la sécurité intervient dans le terme DevOps? C'est parce qu'avec le DevOps, la tendance DevOps, l'idée c'est vraiment d'avoir un cycle de livraison assez continu, qu'on puisse de livrer en production quand on veut, avec différentes approches. Si l'application a planté, on est capable de faire un rollback et de revenir sur la version d'avant.
Et bien avec la sécurité, c'est pareil. En fait, l'idée, c'est d'aller détecter au plus vite les failles de sécurité, peu importe le niveau du code, des librairies, etc. L'objectif, c'est vraiment de les détecter le plus vite, le plus souvent possible, et bien sûr de les corriger au plus vite. La plateforme DevOps, elle a quand même cet aspect-là d'aller corriger, d'aller déployer comment dire, une modification dans votre infrastructure. Donc l'idée, c'est vraiment de l'amener en production le plus vite possible pour que justement cette faille de sécurité soit vraiment interrompue le plus rapidement possible avant que des malveillants puissent vraiment faire des choses pas terribles pour votre projet. Alors dans GitLab, l'aspect sécurité est énormément présent, mais énormément présent dans la version Ultimate. Donc la version Ultimate, pour rappel, c'est vraiment la version Enterprise, du coup avec quand même un coût par mois et par utilisateur. Mais dans la version gratuite, il y a quand même 4 fonctionnalités. Alors au début, quand j'ai écrit le slide, j'en avais noté que 2. Je suis passé à 3, je suis passé à 4. Il y en a peut-être une 5e, mais en tout cas, on va en parler de 4 qui sont pour moi les principales. Donc voilà, je les balance d'un coup. Le premier, c'est la détection de secret. C'est quoi? Tout simplement, je ne sais pas si dans votre projet, vous avez un accès à une base de données où il faut mettre un login mot de passe. Saisir le mot de passe dans votre application, c'est vraiment quelque chose qui a évité. Si on est vraiment dans un contexte open source, donc votre code il est ouvert et mis à disposition de tout le monde, si votre donnée, l'URL et le mot de passe de votre base de données, qu'est-ce qui va arriver? En fait, quelqu'un va se connecter à votre base, va changer le mot de passe, et du coup, vous n'aurez plus accès à vos données. Ça arrive assez souvent, alors de moins en moins, parce que maintenant, il y a énormément d'outils qui le font, mais je suis sûr que sur vos projets que vous créez rapidement sur GitHub ou sur GitLab, en fait, vous allez mettre le mot de passe en clair. Alors, ou même dans l'historique, il y a des applications comme SourceGraph qui permettent de faire des recherches dans des projets Git, et en fait, ils vont même voir l'historique de vos fichiers. Donc, si vous avez un fichier dans lequel vous avez committé une nouvelle version de votre fichier en remplaçant le mot de passe par un toto, derrière, en fait, le mot de passe va être quand même détecté par ce genre d'application. Donc là, l'idée, c'est pas de camoufler le commit Git qu'on a fait, mais c'est plutôt d'aller changer le mot de passe rapidement. J'ai vu la question, on va juste finir avec cette partie. Donc là, voilà, la secret détection, c'est vraiment pour détecter le mot de passe. Donc en fait, il va vérifier différents passwords, le mot-clé password présent majoritairement dans vos projets, mais aussi tous les tokens. Dans le deuxième module de formation GitLab, j'initiais des tokens qui me permettaient de me connecter avec plus ou moins de droits sur un projet. Et les tokens, en fait, on en a besoin dans beaucoup de configurations d'API. Et c'est pareil, la secret détection va détecter ce genre de choses. La deuxième, c'est l'analyse SAST. SAST, c'est pour quoi? C'est pour analyser des applications statiques. Donc là, clairement, vous avez un site, par exemple, votre blog, c'est un peu l'exercice de fil rouge de ce module, enfin, de cette formation. Et en fait, à partir de GitLab, dans la version gratuite, vous allez avoir moyen de vérifier justement l'analyse de cette feature, assez intéressante. La troisième, le scan de container, c'est les images Docker que vous utilisez, que vous pouvez fabriquer. Donc là, l'idée, c'est de dire, si votre application produit une image Docker, que vous le stockez dans le registry de GitLab, vous allez pouvoir avoir un job qui va tourner de temps en temps. Je n'ai plus la fréquence en tête, mais l'idée, c'est vraiment d'aller vérifier qu'il n'y a pas une faille de sécurité dans votre image Docker. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder en fait toutes les actions qui sont faites dans votre Dockerfile, mais aussi détecter l'image de base de votre Dockerfile, savoir si elle est publique et si elle contient des failles de sécurité. Et on a aussi la partie infrastructure, où là, en fait, quand on a des déclarations d'infra, genre Terraform ou Ansible, je crois, en fait, GitLab va être capable, par différents outils, d'aller analyser en fait ces fichiers et de voir s'il n'y a pas une faille de sécurité. Donc en fait, ces 4 modules, ce pas des modules qui sont développés dans GitLab, c'est vraiment des modules qui ont été développés par d'autres personnes, c'est des projets open source dans la plupart des cas, et en fait, GitLab se plug dessus. Donc quand on parle de plateforme DevOps ou DevSecOps, ça prend encore tout son sens où du coup GitLab pointe sur ces outils-là.
Donc en fait, quand on regarde les releases GitLab, tous les mois, on voit en fait que ces outils ont évolué. Donc la plateforme GitLab est capable de vous affranchir plus de sécurité encore sur vos projets. Alors, il y a une petite question. Quel est le niveau de responsabilité des utilisateurs de GitLab dans la mise en place d'un pipeline? Alors là, ça dépend. Le niveau de responsabilité, c'est au niveau des projets. Quand vous allez avoir un projet, vous allez dire si la personne est owner, mainteneur ou utilisateur, on va dire. Et en fait, peu importe les projets, peu importe le type de fichier qu'on va déclarer dedans, les droits vont être les mêmes. Par contre, si derrière, on veut avoir, et je pense que la question voulait amener à ça, si on veut avoir des personnes qui, en fait, n'ont pas accès à la CI/CD, à la responsabilité de la CI/CD, dans ce cas-là, il vaut mieux créer un projet à part dans lequel des personnes sont mises mainteneurs. Et toutes les personnes qui, en gros, n'ont pas à modifier le pipeline, en fait, ils vont avoir un accès owner. Mais ça dépend vraiment des administrateurs de GitLab. Et là, c'est de la simple gestion de droit, comme on a pu voir dans un des précédents modules. N'hésitez pas à me dire si je ne réponds pas bien à la question. Mais du coup, je vais continuer. OK, merci. Alors, sur la partie, donc là, c'était les différents moyens de sécurité. Comment on va intégrer ça dans GitLab? En fait, dans GitLab, on a une partie Secure qui porte bien son nom, qui va contenir 3 menus. Et en fait, dans le dernier menu, le sécurité configuration, c'est vraiment là où on va pouvoir configurer la sécurité de votre projet, comme le nom l'indique. Et en fait, c'est là où on va voir que l'intégration de ces différentes features vont être très simples. Déjà, on va voir si elles sont en version gratuite ou Ultimate. C'est le cas du Dast, le dernier. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais en fait, on voit que par exemple ici, j'ai le bouton configure par une merge request. Donc là, ça veut dire que mon projet, pour intégrer la détection SAST, je vais juste appuyer sur ce bouton et ça va créer une MR. Et du coup, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais l'idée de GitLab, c'est de dire la sécurité, c'est des outils qui sont tierces. L'idée vraiment, c'est d'exécuter des actions au fur et à mesure de votre développement d'application. Donc l'idée, c'est pas de se dire tiens, j'ai fait une modif dans mon code, j'ai commit, j'ai modifié ma merge request. Derrière, je vais exécuter un outil, je ne sais pas par quel biais. L'idée de GitLab, c'est vraiment d'intégrer ces analyses au plus près du développement. Et au plus près du développement, c'est directement le faire lors de commit. Et du coup, voir le résultat et une comparaison du niveau de sécurité dans une merge request. Donc, en tant que développeur, développeuse ou même personne qui contribue sur un projet, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir justement l'analyse du coup d'infrastructure as code, de SAST, de secret détection. Il y a même une histoire de licence. En soi, je ne connais pas, je ne vais pas en parler. Qui vont être effectuées dès qu'on va avoir un commit. Donc, dans notre merge request, qui est une bonne pratique GitLab, dès qu'on va affecter un commit dans une MR, en fait, dans la MR, on va avoir le résultat de l'analyse de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, parce qu'on retrouve le mécanisme de GitLab en disant toutes les informations sont restituées à l'utilisateur. Et ça, à partir de là, comment ça va marcher? Donc, la merge request va tout simplement inclure des templates de CI/CD qui vont effectuer des actions. Donc là, vous vous souvenez du module 4, je crois, où on parlait de CI/CD avancé. L'idée, c'est d'inclure un template de CI/CD offert par GitLab et mis à jour par GitLab qui va vous permettre de faire l'analyse de secret, de SAST, de container scanning et d'infrastructure as code. Tout simplement. Donc à partir de là, dans la version gratuite, si vous avez un projet, si vous voulez essayer ça, vous avez simplement à inclure ces templates. Alors bien sûr, chaque template, on peut rajouter différentes variables pour customiser certains outils de test pour l'une des 4 features. Effectivement, on n'allait pas faire de la sécurité infrastructure as code si votre projet ne contient pas de fichier infrastructure as code. Je pense que le template va vous dire qu'il y a un problème.
Mais en tout cas, les deux premiers, pour moi, ils sont vraiment ceux qu'on peut mettre dans tout le projet contenant le moindre ligne de code. Donc ça, je vous engage fortement à aller essayer ça. Vous allez voir, les jobs se tournent assez rapidement, donc vous aurez un feedback assez rapide. Quand on parle d'analyse SAST, je disais qu'on allait vérifier le code de certains langages. En fait, là, vous voyez qu'avec les deux impressions d'écran que j'ai mis, on va couvrir énormément de langages. Et je pense que c'est les langages qui sont assez connus et assez utilisés. On parle de Node, de React, de Go, de JavaScript de manière générale, du Java, etc. Et du Scala aussi, du TypeScript. Donc là, voilà. Donc là, l'analyse SAST va couvrir énormément. En fait, l'analyse va détecter automatiquement les langages, le langage des fichiers de votre projet et effectuer la bonne analyse, etc. Et derrière, ça va vous restituer des informations, comme je le disais, dans vos MR. Donc là, par exemple, en haut à gauche, on voit l'analyse SAST. Donc là, on est dans une MR. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est que la première fois qu'on intègre le pipeline, on va faire une MR. On ne va pas avoir de résultat de sécurité. En fait, ça va fonctionner quand notre première merge request sera mergée sur notre branche principale du projet. Et qu'ensuite, on aura fait une deuxième MR. C'est là où il va essayer de faire une comparaison, en fait, pour dire qu'est-ce qui s'est passé par rapport au projet. Sous-entendu, est-ce que votre code que vous êtes en train de faire dans votre merge request apporte des failles de sécurité? Et c'est là où, dans la CI, on pourrait s'amuser à configurer si une faille de sécurité importante a été détectée, la merge request ne peut pas se merger. Sous-entendu, il faudra en faire quelque chose et on empêche une faille de sécurité d'aller sur la branche principale de votre projet. Donc c'est là l'intérêt d'intégrer toutes ces features dans les merge requests, c'est derrière de bloquer l'AMR, le merge de l'AMR, si quelque chose de dramatique se passe. Et derrière, quand on regarde le deuxième screen en bas sur le container scanning, en fait, il va nous donner l'intitulé de la faille de sécurité dans notre image. Donc à partir de là, en fait, en cliquant sur le lien, on va arriver sur une page de description du coup de la CVE. Alors, le V, c'est vulnerability, je ne sais plus ce que ça veut dire. Un contrôle de vulnérabilité. En tout cas, ils sont référencés avec des petits numéros. Et dedans, en fait, on a aussi l'explication de la manière de résoudre cette faille de sécurité. Donc là, pour nous, pour toute personne d'un projet, c'est tout bénef. En fait, on va avoir de la CI qui va tourner, qui va contrôler chaque commit de notre MR, et dès qu'il y a un problème, en fait, il va l'afficher à l'écran. Et avec en plus de l'explication. Donc c'est quand même quelque chose d'assez top. Et tout ça, on est vraiment dans la version gratuite. Dans la version Ultimate, là, du coup, je ne vais pas m'étaler, je ne connais pas les features Ultimate en détail. Par contre, quand on regarde la doc, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Et on voit que, par exemple, c'est le dashboard de sécurité. C'est-à-dire que sur notre projet, quand on est dans une configuration Ultimate, on va avoir un dashboard qui va nous lister toutes les vulnérabilités détectées sur notre projet en fonction de l'ordre de sévérité, en fonction aussi de voir des courbes, etc., sur une plage de données. Donc, ça va être intéressant parce que derrière, on va avoir un état de santé en fait, de notre projet d'un point de vue sécurité. Donc l'idée, bien sûr, c'est de ne pas avoir de failles de sécurité, mais aussi l'idée, c'est de voir que le nombre de failles de sécurité, parce qu'il y en aura qui sont quand même en production, des mineurs ou des majors, descendent en fait. L'idée, c'est vraiment de faire de l'amélioration continue et de réduire ces failles de sécurité au fur et à mesure des développements. Donc au fur et à mesure des merge requests qu'on va apporter sur notre projet, on doit avoir ces failles de sécurité qui descendent, ou du moins qui n'augmentent pas. Derrière, on a le report de vulnérabilité. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir, en tant que justement manager de projet, gestion de projet, ou personne en tout cas qui a un rôle de sécurité dans votre projet, d'aller voir des informations sur les failles de sécurité. Quand est-ce qu'elles sont détectées? Quelle est leur criticité? Et surtout, est-ce qu'il y a une activité en cours de résolution? Est-ce qu'il y a une merge request qui traite le sujet? Ou est-ce qu'elle a été clôturée? Voilà. Donc là, c'est pour faire un peu de stats. Et c'est vrai qu'on est dans des grosses infrastructures. C'est les indicateurs, les trucs comme ça sont souvent demandés. À partir de là, quelqu'un qui n'est pas tech peut aller voir un état du projet à un instant T. Donc c'est quand même assez intéressant. Et derrière, en termes de détection
Et en termes de pratiques de sécurité, il y en a d'autres dans la feature Ultimate. On a par exemple le Web API Fuse Testing. Alors le Fuse Testing, c'est quelque chose qui va permettre d'injecter des données un peu aléatoires dans votre application, voir comment ça réagit. On peut imaginer, je regardais une vidéo la semaine dernière là-dessus, où en fait on voit tous les caractères spéciaux du monde sont envoyés dans votre API et voit un peu le résultat. Pour vérifier que l'API répond correctement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes autour des accents, des caractères de pays étrangers. Enfin, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet vraiment d'aller pinguer des API. Donc, c'est assez marrant. Il y en a une autre, c'est l'API Discovery. Donc là, c'est principalement lié à du Spring Boot. L'idée, c'est d'aller récupérer votre API Java, de générer une Open API, une une spécification qui va permettre de vérifier quels sont les endpoints publics et voir un peu l'état des endpoints. Donc ça, ce n'est pas des features que j'ai utilisées, j'ai simplement lu la doc. Ça paraît intéressant, ça rajoute encore des couches supplémentaires de sécurité. Et il y en a d'autres, je regardais une, c'était tout à l'heure, je vous ai parlé du SAST, donc de l'analyse de sites statiques. On a aussi le DAST, donc tout ce qui concerne la partie dynamique d'application, qui est dans la fonction Ultimate. Et j'ai même découvert une BAST qui permettait vraiment de faire... le BAST, c'était quoi déjà? C'était du Breach and Attack Simulation. Voilà, c'est pour vraiment détecter, de pinguer, pinguer une API pendant longtemps. Donc là, ils préconisent bien sûr de ne pas faire ça en production. Mais voilà, l'idée, c'est de voir comment l'API réagit. Donc là, en tout cas, je vous ai donné quelques tips pour aller justement commencer à sécuriser votre application. Ce n'est pas déjà le cas. Je ne sais pas si ces éléments vous parlaient. Si jamais vous voulez voir une explication des features Ultimate, on avait fait un event à Zenica à Nantes où on avait Phipshara qui était venu nous parler justement de la version Ultimate. Donc là, il y a le QR code qui vous mène au replay. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir, c'est très intéressant. Et en tout cas, je pense qu'on a du temps pour prendre en compte quelques questions si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention. Allez, je vais couper l'enregistrement.